La République fédérale d'Autriche s'étire des montagnes suisses jusqu'à la plaine hongroise, en plein cœur de l'Europe. Au XIXe siècle cependant, le prince Metternich situait encore son pays aux portes de l'Orient. Aujourd'hui, les pays de l'Est offrent à Vienne de nouvelles perspectives d'avenir. Mais la capitale demeure avant tout rivée à son passé, à sa légende. L'ex-capitale de l'Empire austro-hongrois se glorifie de trésors d'architecture qui sont la marque de son destin éblouissant. Le centre de Vienne se découvre comme un livre d'histoire où se bousculent les constructions baroques, qu'il s'agisse de fontaines ou de maisons bourgeoises. Vienne est une ville de nostalgie, pleine du souvenir de ses grands hommes. Le plus sulfureux étant le docteur Freud, fondateur de la psychanalyse. Les plus choyés, ces innombrables musiciens, Schubert, Bruckner, Brahms, et la fameuse trilogie Haydn, Beethoven, viennois d'adoption, et l'inégalable Mozart. La ville tout entière est placée sous le signe de la musique. Les grandes premières, les opérettes, les concerts s'y succèdent tout au long de l'année. À Vienne, même le temps s'écoule au rythme de la musique. Au culte de la musique s'ajoute tout naturellement celui du passé impérial. La vie semble parfois s'être arrêtée il y a un siècle. Arpenter Vienne, c'est découvrir à chaque pas une merveille, un trésor architectural. Karlsplatz, un lieu où cohabitent les époques les plus diverses du passé viennois. L'église Saint-Charles-Borromée, la plus belle des églises baroques de la capitale. Le pavillon de la Sécession. Sa coupole ajourée abrita dès 1898 les expositions du Cercle de la Sécession, fondé par le peintre Gustav Klimt. Klimt fut l'un des représentants de l'extraordinaire explosion artistique qui marqua Vienne au début du XXe siècle. Jadis subversifs, les peintres viennois sont devenus des valeurs consacrées, pieusement exposées dans les musées, comme celui du Belvédère. Une autre institution, les cafés. S'ils ne sont plus, comme au XIXe siècle, les centres intellectuels de la ville, ce sont des lieux feutrés où l'on savoure le temps qui passe. Leur décor contribue à remettre en mémoire le cadre souvent fastueux de la Vienne impériale. On y déguste, dans les pâtisseries célèbres, de délicieux gâteaux tout en rondeur. À Vienne, une institution peut en cacher une autre. L'opéra. Les musiciens les plus illustres ont présidé à ses destinées. Gustav Mahler, Richard Strauss. Tradition toujours bien vivante, les bals. Une évocation nostalgique de l'éclat et du lustre d'un passé dans lequel cherche à se fondre le présent. Le sommet de la saison mondaine reste le bal de l'opéra, en février. Le tout Vienne vient y savourer l'ultime survivance de l'Empire. Au centre de la ville s'étend le Graben, une longue place avec son point de repère, la colonne de la peste élevée à la suite de la terrible épidémie de 1679. C'est le quartier le plus animé de Vienne. Piétonnier, il partage avec la Kärntnerstraße le privilège d'être pour les Viennois un traditionnel lieu de rendez-vous. Ici, les cafés ont des terrasses qui garantissent un public aux musiciens de rue.
Au bout du Graben se dresse la cathédrale Saint-Étienne. C'est là que Mozart, le 4 août 1782, épousa, dans des larmes d'attendrissement, Constance Weber. D'autres larmes, en 1916, y accompagnèrent les obsèques de l'empereur François-Joseph. Vienne reste une ville où il fait bon vivre, à l'écart du stress de bien des capitales européennes. Et au Stadtpark, étangs et espaces verts composent un lieu de décontraction à la portée de tous. Parsemé d'hommages aux musiciens, en tête Johann Strauss, le parc abrite un vaste lieu de concert, le Kursalon, dont la terrasse est une véritable invitation à la valse. Autre symbole de Vienne, le Ring, un large boulevard circulaire agrémenté d'arbres avec des voies réservées aux voitures, aux vélos et aux piétons. Aménagé sous François-Joseph en remplacement des anciens remparts, le Ring dispose depuis longtemps d'un moyen de transport privilégié, le tramway. Cette voiture a été celle de l'empereur. Elle date de 1899. Nous sommes rue Wolfgang, qui est le point de départ de la promenade autour du Ring. Une promenade confortable, panoramique et conviviale. Le Ring aligne une succession de constructions colossales. Le musée des Beaux-Arts, un des plus riches du monde. Le monument de l'impératrice Marie-Thérèse, le musée d'histoire naturelle, le Parlement, qui au temps de la monarchie était connu pour ses séances polyglottes, chaque député ayant le droit de s'exprimer dans sa langue maternelle, l'hôtel de ville, dont la tour est surmontée d'un chevalier de cuivre, la Votivkirche, élevée à la suite de la tentative d'assassinat sur le jeune empereur François-Joseph. L'Urania, une salle de cinéma. Le Burgtheater, l'équivalent de la Comédie Française. Et partout, la signature de l'empereur. Partout, et avant tout, à la Hofburg, palais impérial et résidence des Habsbourg. Une véritable cité à l'intérieur de la ville. Elle abrite les anciens appartements impériaux, des salles de bal, et quelques-uns des plus prestigieux musées de Vienne. Depuis 1947, la Hofburg abrite également la résidence officielle du président de la République autrichienne. Statue équestre, blason, tout respire ici la puissance de l'Empire. C'est ici que reposent presque tous les membres de la dynastie des Habsbourg. Merveille de la Hofburg, les intérieurs, appartements, trésor impérial, une immersion dans la vie quotidienne de l'empereur et de Sissi. Et l'Albertina, qui renferme la collection de dessins de Dürer, la plus riche du monde. C'est dans la Hofburg que fut construit au XVIIIe siècle le manège espagnol. Une immense salle à colonnes y accueille les fameuses représentations du manège de Vienne. De tout temps, la cour a élevé et dressé des pur-sangs. À l'origine, des chevaux venus d'Espagne. Résidence des petits chanteurs de Vienne, le palais Augarten abrite la célèbre manufacture de porcelaine. Schönbrunn, ce romanesque château impérial, servait de résidence d'été à la maison de Habsbourg. Aujourd'hui englobé dans la ville, il est le théâtre de revues parfois inattendues. Oui, la garde de sa gracieuse majesté. Schönbrunn est classique et baroque, mais Vienne est aussi la ville de la modernité architecturale. Exemple, la caisse d'épargne de la Poste, édifiée en 1906 par Otto Wagner. La maison écologique du peintre Hundertwasser est un bâtiment tout en courbe et en couleur. Inaugurée en 1979 au bord du Danube, la Cité de l'ONU, qui fait de Vienne l'un des sièges officiels des Nations Unies.
Et du haut de ses 252 mètres, la tour du Danube domine le fleuve et Vienne tout entière. La capitale autrichienne n'est pas figée dans son passé. Ainsi, le Naschmarkt est bien vivant. Ce grand marché populaire aux fruits, épices, légumes et aux fleurs réunit des marchands venus d'Europe centrale, d'Europe de l'Est et de Turquie. Le samedi s'y ajoute un marché aux puces. Parmi les objets les plus recherchés, bien entendu, les instruments de musique. Au nord de la ville s'étend l'immense forêt du Prater. Un espace de loisirs avec des attractions comme le Lilliputbahn. Ce train miniature permet de parcourir le vaste parc public qui servait depuis le Moyen-Âge de terrain de chasse à la cour. On ne croise plus dans les allées l'aiglon à cheval ou les élégantes aux bras de beaux cavaliers en uniforme. Les distractions d'aujourd'hui sont moins romantiques. Mais les attractions modernes peuvent devenir emblématiques. Ainsi, la Grande Roue, l'un des symboles de la capitale depuis 1897, immortalisée au cinéma dans une scène du Troisième Homme. À Vienne, il n'y a pas que la valse ou la Grande Roue qui fassent tourner la tête. Comment oublier le vin blanc largement célébré dans les faubourgs, comme celui de Grinzing, situé au pied même de pentes couvertes de vignobles. Les vins blancs autrichiens sont réputés depuis des siècles. Souvent légèrement pétillants, ils ont le charme des vins nouveaux et se boivent sans attendre. À la différence des vins français, ils ne tirent pas leur nom du cépage ou de la région dont ils proviennent, mais de leur localité d'origine. Et peu importe le millésime. Grinzing est un ancien village de vignerons. Il se trouve aujourd'hui dans le 19e arrondissement de la ville. Il est connu pour ses guinguettes. Nous sommes à Grinzing, dans une auberge traditionnelle. Mon nom c'est Aloïs, directeur de l'auberge. Nous pouvons accueillir ici entre 500 et 600 personnes, soit dans les jardins, soit à l'intérieur. C'est une grande tradition viennoise que de se retrouver dans une auberge, entre amis, devant un bon repas et un bon verre de vin, tout en écoutant de la musique viennoise. Les Viennois viennent aussi à Grinzing pour célébrer le vin nouveau avec les vignerons. Mais, c'est bien connu, ici on apprécie toujours la bière, même quand on est vigneronne. L'Autriche est un pays tout en longueur. Plus peuplé et plus étendu que l'Ouest, la partie Est du territoire compte 5 des 9 provinces de la République. Le développement économique du pays a été favorisé par un important réseau d'autoroutes qui facilite les communications avec le reste de l'Europe. En prenant la direction du sud et de la frontière hongroise, on aborde la province du Burgenland. Le climat particulièrement doux qui y règne en fait une province à vocation agricole dans le prolongement de la grande plaine de Hongrie. C'est une région favorable aux vignobles qui donne des vins réputés. Facile d'accès au départ de la capitale, la petite ville de Neusiedl est un lieu d'élection pour les Viennois en week-end. Son lac est le seul lac de steppe d'Europe centrale. Immense, sa surface varie considérablement selon les saisons et peut atteindre 350 km². En été, la tranquillité des canards est parfois perturbée par les nombreuses activités nautiques. Sur les berges du lac se dressent des huttes en jonc à proximité de puits à balancier, comme en Hongrie. L'extrémité sud du lac se trouve d'ailleurs en territoire hongrois.
beaucoup d'oiseaux ont élu domicile dans l'épais marécage qui prolonge le lac. On y a observé 270 espèces d'oiseaux aquatiques. Dans les environs du lac abondent les villages de vignerons aux rues romantiques et aux maisons baroques. Roust, le plus célèbre, est connu pour ses vins depuis le XIVe siècle, pour son mode de vie rustique et aussi pour ses cigognes. Du plat pays du Burgenland, la route passe en Styrie orientale, dont la frontière avec la Slovénie est hérissée de châteaux forts, jadis destinés à contrer les incursions des Magyars ou Hongrois et des Turcs. C'est là que trône le Regensburg, la puissante forteresse de la chrétienté, âprement disputée au cours des siècles, mais jamais conquise. Pour accéder au château, on ne franchit pas moins de 7 portes fortifiées et 2 fossés. La Haute Styrie possède un nombre impressionnant de châteaux, de monastères et d'édifices religieux. Cette région fut un temps la frontière du Saint-Empire. Deuxième ville d'Autriche, capitale de la Styrie, Graz a toujours été une plaque tournante du commerce entre l'Europe centrale et les Balkans. Cette importante cité industrielle a su garder le charme d'une ville de province au léger accent méridional. Napoléon l'appelait « Grasse sur l'amour », un jeu de mots sur le nom de la rivière qui la traverse. La ville est dotée d'un joli centre aux immeubles baroques. Remarquables, les façades de style rocaille, recouvertes de décors en stuc aux lignes tout en volutes. Comme à Vienne, une colonne de la peste témoigne de l'effroyable épidémie de 1680. Et un petit soldat symbole rappelle que Graz, la glorieuse, repoussa héroïquement au Moyen-Âge l'envahisseur turc. Son lourd passé n'empêche pas Graz d'être une ville dynamique. Son festival en fait l'un des grands pôles culturels du pays. Place du Carillon. Chaque jour, à 11h et 18h, 2 figurines en costume styrien entament une danse sur de vieux airs populaires. Un bâtiment dans le style Renaissance italienne abrite le siège du gouvernement de la province, le Landhaus. Royaume des tramways et des piétons, le centre-ville, ses belles demeures et ses animations ont largement contribué à la nomination de Graz au titre de capitale européenne de la culture en 2003. De son riche passé, Graz a conservé de multiples églises. L'église autrichienne, catholique et non luthérienne comme sa voisine allemande, est prospère. Protégée par un concordat signé avec l'État, elle perçoit un pourcentage sur les salaires des fidèles. Et oui, le clergé autrichien est connu pour être gourmand. Le Schlossberg, la colline qui domine la ville, a été aménagée en parc d'agrément. Un funiculaire permet d'y accéder sans effort. Au sommet, les paisibles terrasses contrastent avec les vestiges d'une histoire fracassante, celle de la résistance des défenseurs du Schlossberg contre les troupes napoléoniennes en 1809. Un autre élément brouille encore davantage la notion du temps. La tour de l'horloge, dont la petite aiguille marque les minutes et la grande les heures. Elle est néanmoins devenue l'emblème de la ville.
À quelques kilomètres de Graz, Biber. C'est là que se trouve le célèbre haras où sont élevés et entraînés les lipizzans du manège espagnol de Vienne. À la naissance, la robe des poulains est presque noire. Puis, elle devient gris pommelé et enfin entièrement blanche lorsque le cheval a 8 ans. La Carinthie, le midi de l'Autriche. Des siècles de tradition slave et germanique à proximité de l'Italie. Le charme de la Carinthie tient notamment au savoir-faire de ses artisans. Horst Bonn fait revivre une ferme du siècle dernier. Les nombreux objets et les vieux instruments que vous découvrez ici sont ceux qu'on trouvait autrefois dans les fermes. Aujourd'hui, plus personne ne s'en sert. Tout est moderne. C'est pourquoi j'ai mis un point d'honneur à réunir toutes ces vieilles choses, pour qu'on ne les oublie pas. La Carinthie a hébergé des hôtes aussi prestigieux que Brahms ou Gustav Mahler. En plus de la fidélité aux valeurs traditionnelles, on y apprécie aussi les innombrables lacs qui surprennent par la tiédeur de leurs eaux et en règle générale, un calme et une sérénité naturelle. Plus à l'ouest, après la cure de nature, Bad Gastein offre une cure de santé. Au beau milieu de la plus célèbre station thermale d'Autriche, déferle une série de cascades d'une hauteur de 140 mètres. Bad Gastein offre aux curistes les eaux les plus radioactives d'Europe. Elles sont recommandées pour le traitement des troubles rhumatismaux ou circulatoires et même pour les cures de rajeunissement. Entouré de montagnes, Bad Gastein est aussi le point de départ idéal pour découvrir le canton quasi-alpestre du Pongau, au sud de la province de Salzbourg. Dans les campagnes autrichiennes, il est facile de s'intégrer dans le mode de vie et d'entrer en contact avec les habitants et leurs traditions. Le respect pour les coutumes et les traditions est une composante de la vie quotidienne, partout en Autriche. Ainsi, la fête-Dieu reste dans certains villages prétexte à de grandes cérémonies traditionnelles. Un des points forts de la fête, le défilé de Samson. Le personnage de l'Ancien Testament est représenté par une effigie géante, flanquée de 2 nains incarnant le soleil et la lune. Ici, la célébration d'anciens cultes païens reçoit l'aval des bonnaires des autorités religieuses.
La campagne autrichienne est pimpante et soigneusement entretenue. Exemple, le Tyrol, où les agriculteurs exploitent les alpages les plus étendus des Alpes autrichiennes. Même si le Tyrol a vu diminuer sa population paysanne, l'agriculture est loin cependant d'être négligeable. Un tiers de la population s'y consacre toujours, partagée entre les cultures de céréales et l'élevage. Une facilité pour les cultures, l'omniprésence de l'eau qui favorise par ailleurs l'industrie touristique. Les chutes de Krimmel, les plus célèbres d'Autriche, tombent en 4 cascades d'une hauteur de plus de 380 mètres. L'eau et toutes les activités qu'elle favorise apportent des atouts considérables au moulin de l'économie de la province. Grâce à ces cours d'eau, le Tyrol est un gros producteur d'électricité, en particulier avec 2 barrages qui représentent une part importante de la production hydroélectrique autrichienne. Autre don de la nature au Tyrol, le bois. 400 scieries débitent une production destinée essentiellement à l'exportation. Mais, tradition oblige, comme toujours en Autriche, l'usage artisanal du bois reste également bien vivace. La construction continue également de faire largement appel au bois, d'où l'omniprésence de chalets parfaitement authentiques, aux balcons souvent fleuris. La tranquillité de la campagne ici n'est troublée que par d'autres activités traditionnelles autrichiennes. Les orchestres, les festivals et les fêtes populaires. Pour prendre un peu de hauteur sur la Carinthie et le Tyrol oriental, rien n'égale la superbe route du Großglockner, la plus haute d'Autriche. Depuis plus de 2 millénaires, cet itinéraire a vu passer les chasseurs de l'âge du bronze, puis les conquérants des temps modernes. La route se mérite, mais à ceux qui surmontent les difficultés, elle réserve des panoramas grandioses, que ce soit sur le Großglockner, près de 3800 mètres, ou sur le Pasterze, le plus long glacier du pays. Les massifs situés autour du Großglockner sont protégés par leur statut de parc national, ce qui augmente encore leur attrait pour les amateurs de découvertes pures et intenses. La préservation d'un mode de vie traditionnel, de la nature et de la faune, est ici une fois encore une préoccupation prioritaire. Une des missions du zoo alpin d'Innsbruck est de sensibiliser les jeunes générations au respect du monde animal. Je suis Silvia Birtisch et je travaille au zoo d'Innsbruck. L'Alpenzoo recueille les espèces animales des Alpes, dont certaines ont aujourd'hui disparu. Là, c'est le printemps et on assiste à la merveilleuse adaptation des animaux au climat. Et cet été, les jeunes animaux commenceront à jouer.
Ensuite, on pourra observer les rapports entre les adultes et les petits. En automne, ils se prépareront à l'hiver. C'est à cette époque que l'on voit à quel point la nourriture et les soins que l'on donne à nos pensionnaires sont importants pour qu'ils supportent la rigueur de l'hiver. « 70% du territoire autrichien est livré à la montagne, ce qui, en hiver, conditionne profondément le mode de vie. Ici, ni béton ni néon. Des hameaux intacts, en osmose avec la nature, comme Wagrain, un bourg qui a gardé tout son cachet de vieux villages montagnards. L'économie, par les activités liées au tourisme, profite à fond de ses atouts hivernaux. Les pistes de ski autrichiennes se prêtent à tous les goûts, tous les niveaux. Plus de 800 stations proposent à travers le pays d'importantes infrastructures de sport et de décontraction. Les sports d'hiver en Autriche sont conçus pour tous les âges, tous les publics et toutes les activités. Et les manières d'apprécier la neige sont de plus en plus diversifiées. Raft collectif ou individuel, à piloter selon son tempérament, version fauteuil ou version siège éjectable. Vélo-ski pour cyclistes chevronnés ou grande évasion aérienne. À chaque génération, son sport favori. Il y a d'innombrables façons d'apprécier la neige. Ou la glace. À ne manquer sous aucun prétexte la variante autrichienne du jeu de boules qui soulève autant de passion qu'une partie de pétanque dans le vieux port de Marseille. Il est une ville à laquelle les sports d'hiver ont apporté ses lettres de noblesse. Innsbruck, capitale du Tyrol. La plus jeune des grandes cités d'Autriche doit depuis toujours sa prospérité à sa position de carrefour entre le nord de l'Europe et l'Italie. La ville bénéficie d'un cadre hors du commun et tous ses axes ouvrent droit sur la montagne. La consécration d'Innsbruck est venue avec l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver à 2 reprises au siècle dernier. La ville en a conservé de remarquables installations sportives. Comme toutes les villes du Tyrol, Innsbruck a gardé un charme un peu désuet, teinté d'une délicieuse douceur baroque. Si les amateurs de bicyclettes y défendent vaillamment le point de vue écologique, et même si la vieille ville est zone piétonnière, Innsbruck demeure largement la proie des 4 roues. D'où quelques conséquences fâcheuses pour les vieilles pierres et l'obligation de prendre des mesures pour leur restauration.
C'est une maison de la vieille ville. Elle est faite de vieilles pierres qui ont été abîmées du fait de la pollution atmosphérique. Et mon rôle est de la restaurer. Je consolide les pierres et je remplace les plus abîmées par d'autres en meilleur état et colorées. C'est un travail de plusieurs années. De nombreux bâtiments de la ville ont déjà été restaurés, notamment à cause de la pollution liée au gaz d'échappement. Il y a encore beaucoup à faire. Rénovée avec soin, la ville a préservé jalousement son patrimoine immobilier tout en le mettant en valeur. Jusque dans les années 1990, les étrangers n'avaient le droit d'y acheter un bien qu'avec une autorisation officielle. Exemple de la richesse de certaines bâtisses, le Petit Toit d'Or, qui fait partie de la résidence des ducs du Tyrol. Ou encore le Beffroi, coiffé d'une couronne octogonale terminée en clocher à bulbe. Au pied de la tour s'étend la vieille ville, limitée par la montagne. Pas de Tyrol ni d'Innsbruck sans abondance de spectacles folkloriques. Un grand nombre de restaurants les affichent au menu tous les soirs de l'année. Mais aucun spectacle à Innsbruck ne saurait égaler celui de la ville et de ses alentours, vu du ciel. Surtout lorsque se profilent à l'horizon les sommets enneigés des Alpes tyroliennes. En quittant le Vorarlberg et le Tyrol, on entre résolument au pays de Salzbourg, province alpine et pays de Mozart. La ville de Salzbourg, la plus belle peut-être de toute l'Autriche, est d'abord connue comme paradis européen de la musique. À l'image de l'Autriche, Salzbourg a gardé un sens aigu de la fête. Exemple, le défilé qui tous les 10 ans rassemble ici les provinces en grand costume. Des milliers de spectateurs convergent de partout pour voir donner le départ du cortège. Chaque village a son propre orchestre de cuivre, sa fanfare. Chaque région a son propre costume traditionnel. Chaque bourg, chaque vallée parfois entretient une tradition folklorique particulière. Partout, les Autrichiens sont fiers de leurs coutumes et heureux chaque fois qu'ils peuvent les arborer. Salzbourg est une ville hors du temps, où l'on respire un air presque méridional, un peu italien. Serrée le long des quais, la vieille ville est dominée par l'imposante forteresse de Hohensalzburg. Les vieux quartiers tiennent à la fois du musée et du décor de théâtre, un théâtre baroque dont on ne se lasse pas d'explorer les coulisses.
Depuis la forteresse médiévale quasi intacte, on comprend en contemplant la profusion de clochers et de dômes pourquoi Salzbourg n'a pas usurpé son surnom de Rome du Nord. La cathédrale Sankt Rupert est le plus pur spécimen de l'art baroque en pays germanique. Parmi les statues qui encadrent le porche, Saint-Pierre tend aux visiteurs la clé du paradis. La place de la cathédrale est l'un des joyaux de Salzbourg, animé par les angelots, les chevaux marins ou bien réels. Bien réel aussi, le jeu d'échecs qui fait penser au joueur d'échecs de l'écrivain Stefan Zweig, qui a appris à jouer au fond de sa cellule, mentalement, sans le moindre pion. Rive droite s'étend le jardin Mirabel, dessiné à la française et gardé par des dieux musclés. Un lieu de promenade où les Salzbourgeois coulent des heures paisibles et satisfont à leurs penchants musicaux. Non loin des dieux immenses apparaissent des nains de marbre. Ils sont les caricatures bon enfant des bourgeois de la ville. Salzbourg compte un nombre impressionnant de maisons anciennes, soigneusement restaurées, parfaitement intégrées à la ville d'aujourd'hui. La rue la plus célèbre est la Goethreidegasse, qui ajoute à l'élégance de ses maisons le raffinement de ses enseignes. Ici, même les figures de proue du commerce standardisé font quelques concessions à l'esthétique. Comment en serait-il autrement à 2 pas du Saint des Saints, la maison natale de Mozart? Transformée en musée, la demeure abrite de nombreuses reliques. Une des plus émouvantes, outre les pianos, le premier violon du petit Wolfgang. Le vocabulaire religieux n'est pas abusif à Salzbourg pour parler du grand homme. Mozart est partout, célébré, vénéré, divinisé, savouré sous forme de spécialité au chocolat, ou encore pastiché. Le temps fort de ce culte est bien entendu le célèbre Festival de Salzbourg qui se tient chaque été et réunit les plus grands noms internationaux de la musique et du théâtre. Autre hommage salzbourgeois à son enfant prodige, le théâtre des marionnettes. Sans doute est-ce l'évocation la plus subtile, la plus drôle, la plus émouvante des opéras de Mozart. Kleine Papageno. Dann eine kleine Papageno. Dann wieder eine Papageno. Dann wieder eine Papageno. 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 La région de Salzbourg offre des lacs à profusion. L'un des plus beaux, le Wolfgangsee, est entouré de hautes montagnes. Station balnéaire très fréquentée, Saint-Wolfgang possède de nombreux équipements sportifs et de loisirs qui lui assurent un grand succès touristique été comme hiver. La réputation du village de Saint-Wolfgang est due aussi à une opérette célèbre, tout droit inspirée d'une auberge à l'enseigne du Cheval Blanc. Les auberges étant nombreuses, la concurrence est vive et sans scrupules, d'où l'enseigne au Cheval Noir. À proximité immédiate de Saint-Wolfgang, le Schafberg est une montagne point de repère pour toute la région. On peut l'escalader à bord d'un antique train à crémaillère.
Je suis le conducteur de la machine numéro 3737. Je conduis ce train au sommet de la colline du Schafberg à 1783 mètres d'altitude. Et c'est parti! Ce n'est pas le grand confort, mais il faut rester digne, sous les regards narquois des spectateurs. Si la machine s'essouffle, eh bien, on la ravitaille. Et 45 minutes plus tard, en général, la vue sur les lacs devient intéressante. Encore un petit effort et au sommet, le panorama devient grandiose. Le Danube. Jamais fleuve n'a autant imprégné l'histoire et la culture d'un pays. C'est lui qui fit se rencontrer en Autriche les civilisations latines, germaniques et slaves. Bien qu'il ait été maîtrisé, le cours du Danube reste fantasque et change de visage au fil de ses méandres. Passé les complexes sidérurgiques de Linz, le fleuve qui servit pendant des siècles de frontière à l'Empire romain coule tranquillement entre des rives douces et paisibles. En direction de Krems, on croise Grain, cité de bateliers. Un paysage plus sauvage. Le Danube s'y engage dans un défilé dont les tourbillons furent longtemps la terreur des navigateurs. C'est en descendant le fleuve en bateau que l'on apprécie au mieux les trésors qui le jalonnent. Les châteaux sont les plus élégants gardiens du cours du Danube. Après Grain, on plonge au cœur du romantisme. La réalité cède la place au légendaire. Ici commence le pays des Nibelungen. Le joyau des joyaux reste l'abbaye de Melk. Perchée sur un rocher à l'aplomb du fleuve, elle est sans doute l'édifice le plus représentatif et le plus somptueux du baroque autrichien. Les bénédictins ont donné vie à ces lieux dès le XIe siècle, et l'abbaye a su franchir le temps. Aujourd'hui, elle abrite un collège et reste un des plus importants centres spirituels et culturels d'Europe. L'église du XVIIIe a repris le plan de l'église du Jésus à Rome. Quant à la bibliothèque, elle renferme 80 000 volumes, 2000 manuscrits et 900 incunables, rassemblés sous une fresque rappelant les vertus qui mènent à la science divine. Au-delà de Melk commence la plus belle partie de la vallée du Danube. À certains endroits, la vie locale est toujours rythmée par le va-et-vient des bacs. En prenant pied sur les berges, on découvre des villages qui dissimulent jalousement leurs ruelles, leurs couvents ou leurs fermes bien ordonnées. Le pays est particulièrement fertile et la vie quotidienne tranquille et rustique. C'est le royaume des abricotiers qui transforme au printemps les rives du Danube en un immense champ de fleurs. Mais c'est aussi le domaine des vignobles. Au sud de Krems, sur une colline boisée, trône la formidable abbaye bénédictine de Göttweig. Son constructeur avait voulu édifier, en toute modestie, la forteresse de Dieu. De toutes les abbayes baroques de la vallée du Danube, elle est en tout cas celle qui rappelle le mieux la brillance de l'Empire.